Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le changement climatique, la perte de la biodiversité et plus récemment la pandémie de Covid-19 créent beaucoup d'incertitudes face au futur, ce qui est source de stress et d'anxiété pour beaucoup d'entre nous. Le docteur Alice Desbioles vient de consacrer un ouvrage à ce sujet intitulé « L'éco-anxiété ». On en parle ensemble dans cet épisode avant d'élargir la réflexion sur l'engagement des acteurs de la santé face à l'urgence écologique. Bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, vous êtes médecin et experte auprès de plusieurs organisations telles que le Haut Conseil de la Santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Institut national du cancer. Vous êtes engagée pour la transition écologique et vous venez de sortir un livre intitulé « L'éco-anxiété » que je trouve personnellement passionnant. Alors merci de venir dans le podcast pour discuter ensemble de ce qu'est l'éco-anxiété, des enjeux du secteur de la santé et de comment on peut s'engager pour la transition en tant que professionnel du secteur. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours ? Oui, bien sûr. Donc, merci déjà pour l'invitation. Donc, je suis médecin de santé publique. Je me suis spécialisée en santé environnementale et j'ai un parcours assez varié puisque, comme tout étudiant en médecine, donc je suis passée bien sûr par l'hôpital avec différents stages dans des services hospitaliers d'ophtalmologie, de gynécologie, de pneumo, de cancéro, de pédiatrie, etc., etc. Et ensuite, une fois passé le concours de l'examen classant national, j'ai décidé de partir en santé publique, qui est une spécialité peut-être un petit peu moins connue, puisqu'on n'est pas forcément des médecins, hem, cliniciens au contact direct avec le patient, puisqu'on a une approche beaucoup plus globale et populationnelle de la santé et donc je me suis, baladée dans les différentes, agences sanitaires comme la Haute Autorité de Santé, je suis partie aussi avec, l'Institut Pasteur, je suis passée au ministère de la Santé. Voilà, avec toujours en tête cette, dimension, de la santé environnementale, donc c'est-à-dire, l'impact de l'environnement au sens large sur notre santé. Ça va de l'alimentation, aux pollutions, au rayonnement UV, au réchauffement climatique et donc voilà, j'ai toujours eu à cœur de porter, dans le secteur, de la santé publique et de la médecine, la santé environnementale. Merci pour cette introduction, Alice. Alors, parlons un peu de votre livre et de la thématique à laquelle vous vous intéressez depuis un petit moment, l'éco-anxiété. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr, donc l'éco-anxiété, on parle également de solastalgie. Cela fait référence, à toutes les émotions, les questionnements, que l'on peut avoir, face aux désordres du monde, notamment aux désordres environnementaux, comme le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, la déforestation, le changement d'utilisation des sols et bien sûr toute la détresse humaine aussi que cela peut, générer, notamment enfin dans nos pays, mais aussi dans des pays, plus lointain. Donc c'est vraiment, voilà, une sensibilité, au monde, une sensibilité, aux autres, qui va être, comment dire? Mise en lumière à travers, voilà, la connaissance, la perception que l'on peut avoir, de tous ces changements, environnementaux, présents et à venir. Et comment est-ce que ça vous est venu, cette idée, enfin cette idée, j'allais dire, ce ressenti, cette connaissance de ce trouble? C'est quoi la genèse du projet? Donc l'éco-anxiété, c'est vrai que je l'ai peut-être pas aussi, beaucoup dit, mais donc c'est un et la solastalgie, c'est un ensemble d'émotions qui vont de la tristesse à l'inquiétude, à la colère, au sentiment d'impuissance, par rapport à tous les voilà, le réchauffement climatique, une certaine forme d'inertie, aussi, de la société. Donc c'est vrai que
personnellement, en tant que citoyenne, je me sentais déjà un petit peu, voilà, éco-anxieuse, un petit peu impuissante face à tous ces enjeux-là, qui pourtant sont essentiels et dont nous devrions nous saisir, collectivement et bien sûr individuellement. Et donc je n'avais pas encore de mots forcément pour toutes ces questions, ces émotions que je pouvais avoir. Et finalement, au travers de mes recherches, que je fais, hein, dans le cadre de mon travail, donc dans la littérature scientifique, je suis tombée sur ce néologisme, la solastalgie, qui m'a intriguée. À l'époque, ça faisait référence, donc ça nous vient d'Australie, et ça faisait essentiellement référence à une forme de mélancolie et de tristesse que pouvaient ressentir des personnes face à un changement immédiat de leur environnement familier. Les 2 exemples qui étaient, mis en lumière, étaient, la construction d'une mine de charbon à ciel ouvert et les conséquences d'une sécheresse, sur l'environnement immédiat. Et donc les chercheurs qui avaient interrogé les personnes, qui avaient été exposées à ces catastrophes-là, qu'elles soient anthropiques ou naturelles, avaient retrouvé, voilà, une certaine forme de tristesse, de deuil, de l'environnement tel que les personnes l'avaient connu. Et donc, comme il n'existait pas vraiment de mots pour, qualifier l'ensemble voilà, de ces émotions, ils ont créé ce néologisme de solastalgie. Et donc moi, ça m'a complètement parlé parce que je me suis dit: «Mais moi aussi, quelque part, je me sens un petit peu solastalgique face à, bah, voilà, ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, face aux canicules que l'on peut vivre à répétition, face à l'inquiétude que je peux avoir aussi, par rapport à mon fils, puisque j'ai eu un petit bébé, juste avant d'écrire le livre. Et je pense qu'aussi la naissance de mon fils, l'inquiétude que je pouvais avoir aussi par rapport à lui, et l'envie de quelque part faire un petit peu ma part, pour pouvoir d'une certaine manière, le regarder aussi en face, en me disant que voilà, j'avais essayé à mon niveau d'éveiller les consciences, de changer un petit peu, de proposer une autre manière d'habiter le monde. Et donc finalement, je pense qu'aussi la naissance de mon fils, combinée à voilà, un ensemble de connaissances que je pouvais avoir sur la situation environnementale et ses conséquences, sur, notre santé et notre bien-être, ont été finalement, voilà, les catalyseurs qui m'ont permis de passer à l'action de l'écriture, en l'occurrence avec cet essai, à la fois scientifique, et intime. Et vous disiez que vous êtes une personne éco-anxieuse, que, c'est quelque chose qui vous parlait. Enfin, je veux dire l'urgence écologique, vous étiez au courant, vous aviez une prise de conscience. C'est quelque chose dont vous avez conscience depuis un moment, qui s'est fait récemment avec la naissance de votre petit, ou déjà auparavant vous étiez un peu engagé? Alors j'ai toujours eu cette sensibilité-là, et je pense ces inquiétudes, ces préoccupations en tout cas, vis-à-vis de l'avenir, de la planète et de l'humanité, au regard d'un certain mode de vie ou d'une certaine manière, voilà, de considérer, on va dire, la nature ou les ressources naturelles, puisque c'est un petit peu ce que je décris, dans l'introduction, de mon livre. C'est cette, épiphanie écologique que j'ai eue pour ma part quand j'avais, 8 ans, et que mon père m'avait emmenée avec mon petit frère, à la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum national d'histoire naturelle, où, je ne sais pas pour, les personnes qui nous écoutent, si elles ont eu la chance, voilà, d'aller dans ce très, très beau musée, il y a une galerie des animaux, en fait, disparus, en voie de disparition. C'est une espèce de mausolée, à la nature et au monde sauvage. Et la toute première, le tout premier animal qu'on voit dans ce sanctuaire, puisque c'est vraiment ça, c'est un dodo qui est sous vitre, sous verre. Et ça m'avait, très troublée enfant de voir ce dodo qui d'ailleurs, était vraiment une représentation, c'était même pas un modèle original du dodo qui avait été, «empaillé» entre guillemets, c'était, vraiment une représentation artificielle, en cire, puisqu'on n'avait même plus de modèle originel. Et ça m'avait un petit peu frappée quand j'avais lu l'encadré explicatif, où on voyait que c'était finalement vraiment la déprédation de l'homme, des colons européens en l'occurrence, qui étaient arrivés sur l'île Maurice et qui avaient saccagé l'environnement du dodo et le dodo, et qui avaient finalement contribué à sa disparition totale, de la surface du globe, c'était vraiment une espèce insulaire qui n'existait que sur l'île Maurice et nulle part ailleurs dans le monde. Et quelque part, ça avait été un choc un petit peu pour moi, enfant, de me dire que, voilà, nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'espèce, de par notre action, voilà, de prédation, on pouvait mettre fin, à la vie d'un autre être, en plus dans son ensemble, puisque là, c'est l'ensemble de l'espèce qui a disparu. Et j'avais trouvé ça vraiment, à la fois, effrayant et quelque part très triste. Et donc ça m'avait beaucoup, voilà, interrogée. Et je pense que c'est là vraiment que ma préoccupation pour l'environnement, et pour notre action, nous, en tant qu'êtres humains, est née. Je l'avais concrétisée enfant, j'avais créé un club, qui s'appelait SOS Nature avec mon frère, mes cousins et mes cousines,
où voilà, on allait ramasser les déchets dans la nature et c'était un peu ma manière à moi, déjà en tant qu'enfant, de m'engager. J'ai continué cet engagement, plus tard, de par mes études, de médecine avec, voilà, cette, spécialisation, essentiellement en santé environnementale et qui s'est concrétisée au final avec cet objet littéraire, qui est mon livre et qui, je l'espère, voilà, est une manière à la fois de sensibiliser de façon vraiment bienveillante, sur toutes ces questions et d'apporter une réponse aussi, parce que je sais très bien, je l'ai bien vu avec l'accueil de mon travail, que je suis loin d'être la seule à être éco-anxieuse ou pas, du moins à me poser des questions et à souhaiter quelque part, que les choses, peut-être se fassent différemment. Et donc ce livre, c'était voilà une espèce de plaidoyer, bienveillant, positif, sans jugement, qui s'adresse à la fois aux personnes éco-anxieuses et à celles qui, ne le sont peut-être pas encore, consciemment. Je pense qu'on a tous en nous le potentiel, d'une certaine forme d'inquiétude, vis-à-vis des virtualités parfois sinistres, hein, que certains, notamment scénarii, du GIEC ou d'autres scientifiques, nous promettent. Oui, beh, c'est parfait, vous devancez ma question, parce que, dans l'éco-anxiété, alors personnellement, j'ai pris connaissance et j'ai compris, en partie grâce au livre, que je suis quelqu'un d'éco-anxieux. Ça permet déjà de mettre un mot sur un ressenti et ça, c'est assez important quand on veut avancer et surtout, je pense qu'il y a pas f que les gens qui sont investis ou engagés dans la transition, qui en fait, souffrent quelque part de cette forme de trouble, si on peut l'appeler ainsi et qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont conscience que c'est ça finalement qu'ils ressentent, de l'éco-anxiété. Oui, bien sûr, je pense que, finalement, l'éco-anxiété, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Ça n'a rien de nouveau comme sentiment, comme émotion. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le concept et donc ça, je pense que c'est très bien qu'on ait réussi à mettre un mot sur, ces mots-là, puisque moi, je sais quand j'étais, enfant et même là, jusqu'à l'écriture de mon livre et la publication, je n'avais pas forcément voilà, de mots sur ça. C'est difficile aussi donc de comprendre un peu, ce qu'on peut ressentir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est légitime? Donc je pense que le fait, voilà, de mettre un mot sur ce ressenti-là, c'est très important. Nous, c'est ce qu'on nous apprend, en tout cas en médecine, le fait de nommer quand vous avez un patient qui vient avec un symptôme, avec, un ensemble de plaintes, sans forcément parfois avoir de thérapeutique, efficace, le fait juste de nommer, de dire: «Oui, j'ai compris», je dis pas là que l'éco-anxiété est une maladie, pas du tout, mais juste effectivement le fait de nommer, de mettre un nom, un mot, sur, certains, ressentis, ça permet, voilà d'apaiser, de rassembler, de fédérer, de comprendre, de permettre aussi à la recherche, de s'organiser, aux professionnels de santé, de creuser le sujet. Donc, c'est très riche et effectivement là, hem, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en qui une certaine éco-anxiété sommeille, et qu'elles ne demandent qu'à être révélées, une fois finalement que les enjeux, qui nous attendent auront été aussi, compris. Car, on dit beaucoup que les personnes qui ne sont pas éco-anxieuses sont, essentiellement dans le déni. Alors certes, il y a le déni, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la complexité des enjeux et la complexité de leur compréhension. Non pas pour excuser, les personnes indifférentes à ces enjeux, mais pour ne pas justement les juger, puisque comme c'est complexe, lointain, distant, abstrait, que notre, mode de vie, la communication qu'on peut avoir, les politiques que l'on met collectivement en place ne vont pas forcément, dans le sens, voilà, d'une résilience, profondément, marquée. On peut comprendre que certaines personnes ne saisissent pas, ne comprennent pas finalement, qu'il y a effectivement urgence, en tout cas c'est ce que nous disent les scientifiques. Donc je pense que certes, il y a l'éco-anxiété, il y a le déni pour les personnes qui ne se sentent pas concernées, mais il y a aussi tout le volet compréhension et importance, de la pédagogie du risque aussi. On l'a bien vu, par exemple, avec le coronavirus, hein, le fait de parler, voilà, très régulièrement, voire quasi uniquement, de ce sujet-là, en plus avec une communication très axée sur la peur, on a vu que bon, bah, la population peut comprendre, peut se saisir, de ces enjeux, comprendre qu'il y a potentiellement une menace, s'adapter, changer certaines de ses habitudes. Donc je pense que voilà, il y a l'éco-anxiété, il y a le déni et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la compréhension des enjeux, l'importance de la pédagogie, parfois même peut-être dès l'école aussi, pour aussi voilà, sensibiliser et éveiller les consciences et donner envie tout simplement au plus grand nombre de se saisir de ces questions-là, parce que voilà, c'est important, il y a urgence, mais pour cela, il faut déjà le comprendre.
Et justement, enfin, il y a urgence, on en entend parler, comme vous le dites, beaucoup de personnes sont dans le déni et ce fait de voir que beaucoup de personnes souffrent en fait d'éco-anxiété, qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de notre mode de vie? Alors, il y a l'éco-anxiété et son absence et à mon avis, les 2 sont très, ont chacun leur chose à dire finalement, traduisent quelque chose de notre société. Ben, je pense qu'il y a une espèce de, pas de fracture, j'aime pas le mot, mais on sent quand même qu'il y a 2 formes de sensibilité, pour, bon, caricaturer un petit peu, qui s'opposent. Donc vraiment des personnes, éco-anxieuses, qu'on pourrait qualifier de lucides, d'hyperlucides, de courageuses aussi, donc qui ont compris, qui ont regardé les choses en face et qui appellent de leur vœu un changement de société puisque l'action individuelle, bien sûr, est nécessaire, mais elle n'en demeure pas moins insuffisante. On sait que le plus important, si on se focalise sur l'indicateur que sont les émissions de gaz à effet de serre, on sait que le plus important, c'est quand même, aux entreprises et à l'État, via notamment ses collectivités territoriales, l'école, l'hôpital, les constructions, qui a un rôle à jouer dans cette transition. Alors, merci pour toutes ces précisions, Alice. J'avais une question par rapport, à la médecine en règle générale. C'est vrai que je suis très, très content de vous recevoir, par rapport à ce secteur en particulier et pour essayer de comprendre l'engagement, dans le secteur de la santé. On a souvent, dans les médias, des ingénieurs qui s'expriment, des scientifiques, du climat et cetera, par rapport à l'urgence écologique, mais assez rarement finalement, des médecins. Du coup, je voulais voir avec vous un petit peu si c'est enfin, comment ça se passe dans le secteur de la santé? Est-ce que les gens ont conscience de l'urgence écologique? Est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent? Heu, Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'engagent sur ces questions-là. C'est vraiment un enjeu de préoccupation, majeur pour beaucoup, de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes. J'en connais, voilà, beaucoup personnellement. De manière un petit peu plus, globale, je pense qu'il y a déjà un défaut de formation, clairement à l'université de tous ces professionnels-là ou en école. Voilà, la santé environnementale et le réchauffement climatique, si vous voulez, c'est vraiment pas des sujets qui vont être, enseignés. Donc là, clairement, déjà, il y a un défaut d'enseignement, de pédagogie sur ces enjeux-là. Donc, disons que les professionnels, les acteurs de la santé qui vont se saisir de ces questions le font finalement, de par une prise de conscience, personnelle et un engagement personnel. Donc c'est rarement, très institutionnalisé. Néanmoins, on voit qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui essaient de se fédérer, autour des questions, de santé environnementale et de réchauffement climatique. Il y a un appel qui a été publié par, la WONCA, qui est l'Organisation internationale des médecins de famille, qui a été reprise par le CMG, qui est donc le collège de la médecine générale, qui appelle les médecins généralistes à intégrer la santé planétaire dans leurs pratiques, au quotidien. La santé planétaire, c'est, la prise en compte des limites de la planète, et de la santé des écosystèmes comme un paramètre nécessaire à la santé, humaine. Donc c'est vraiment, la prise en compte, du réchauffement climatique, voilà, de l'effondrement de la biodiversité, enfin donc de toutes ces limites de la planète, qui doivent être considérées comme finalement, nécessaires à notre santé. Donc ça, c'est ce nouveau paradigme assez récent en santé publique qui s'appelle la santé planétaire et donc cette association internationale qui a été donc reprise en France, a publié un appel, invitant donc les médecins généralistes à implémenter, quelque part la santé planétaire dans leurs pratiques, en leur délivrant, certaines, recommandations à faire à leurs patients comme, qui vont concerner l'alimentation, qui vont concerner, la mobilité, qui vont concerner, l'organisation, l'engagement au sein de la communauté. Donc c'est vraiment considérer les médecins, généralistes en l'occurrence, comme des ambassadeurs de la santé de la planète, aussi auprès de leurs patients puisque, et c'est quand même bien documenté dans la littérature, scientifique, on sait qu'il y a de nombreux co-bénéfices à adopter des comportements vertueux, donc pour la planète qui souvent, sont vertueux pour la santé, au-delà même des avantages économiques aussi qu'ils peuvent représenter. Donc
il y a comme ça des initiatives, qui sont portées par, certaines organisations, par certains, médecins. À l'hôpital aussi de plus en plus, je pense à l'AP-HP où il y a un groupe qui s'est, monté pour essayer de considérer la santé environnementale. Donc voilà, ce sont des enjeux qui commencent à émerger, surtout que l'hôpital, et en tout cas le système de santé même en général est un très gros pourvoyeur, d'émissions de gaz à effet de serre, avec souvent des bâtiments vétustes, très peu équipés, donc des passoires énergétiques, une très grande consommation d'eau, une très grande consommation de ressources, beaucoup de gaspillage aussi, hein. Ça, c'est un sujet qui revient souvent, de la part des professionnels de santé, le gaspillage au bloc opératoire. Donc il y a énormément de sujets. L'hôpital est un gros pourvoyeur, de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Comme c'est pour, entre guillemets, «la bonne cause», c'est un sujet qui est encore un petit peu tabou. Néanmoins, de plus en plus de professionnels essaient de se saisir de ces enjeux et de voilà, faire du plaidoyer aussi auprès de leur administration, pour améliorer et réduire l'impact, carbone de l'hôpital. D'accord, mais c'est assez, assez chouette d'entendre ça, et assez positif de voir que ça se bouge aussi dans le secteur de la santé et pour comprendre un petit peu, qu'est-ce qui motive, finalement, ces professionnels du secteur à s'investir, dans la médecine ou dans la santé environnementale? Est-ce que c'est la conscience écologique ou est-ce que c'est aussi en lien, en fait, avec, le secteur de la santé? Je m'explique. Est-ce que c'est comprendre que finalement, ne pas, avoir un impact négatif sur l'environnement, aura aussi des co-bénéfices avec le secteur de la santé? Alors on l'a dit, pour la santé des individus en règle générale, mais aussi tout simplement par rapport, je veux dire au niveau financier, pour avoir moins de personnes à traiter, pas moins de troubles liés à l'éco-anxiété et cetera. Est-ce que c'est des liens qui sont faits aujourd'hui? Alors oui, bien sûr. Ah donc l'engagement des professionnels de santé, les leviers disons qui vont motiver cet engagement, sont bien sûr, personnels et propres à chacun. Ce que je peux constater, c'est que, ce qui revient souvent, c'est un petit peu la phrase: «En tant que médecin, en tant que sage-femme, en tant qu'infirmier, qu'infirmière, je veux faire ma part». Il y a et mettre en fait finalement, ma casquette de médecin, au service aussi de cette cause. Comme, vous le disiez tout à l'heure, on entend les ingénieurs, on entend voilà, différentes, personnes s'exprimer sur ces enjeux et bien là, c'est de montrer que en tant que professionnel de santé, on a aussi quelque chose à dire sur ces questions-là. Donc je pense qu'il y a vraiment le volet, en tant que professionnel, porter cette parole-là avec la crédibilité de la profession, puisqu'on sait que les médecins et les infirmiers sont l'une des professions, en lesquelles le «grand public» entre guillemets a le plus confiance, puisque en règle générale, il y a quand même voilà cette aura, j'ai envie de dire, des professionnels de santé qui sont là vraiment pour, soulager la souffrance, soulager, les peurs, soulager les inquiétudes. Donc il y a vraiment cette confiance de base, que l'on attribue à ces professionnels de santé, de manière bien sûr complètement justifiée puisque nous on n'a pas d'autre, vraiment vocation, que de soulager les souffrances de notre prochain. Les médecins, on prête quand même, serment, devant nos pairs, de toujours assister, les personnes qui en auraient besoin. Donc quelque part, ça fait partie des missions, d'un professionnel de santé. Moi, je sais qu'il y avait cette nécessité de partager les informations puisque, on a ce devoir-là en tant que professionnel de santé. Si on a accès à une information, dont on sait qu'elle peut avoir un impact, sur, la santé d'une personne, on est obligé de la partager. On ne peut pas garder pour soi des informations qui auraient un impact sur la santé de quelqu'un et moi, quelque part, donc à une échelle bien sûr plus populationnelle puisque je suis médecin de santé publique, j'ai eu l'impression qu'avec tout ce que j'avais, accumulé comme, information sur les effets, voilà, de l'environnement, des pollutions, du réchauffement climatique sur notre santé et sur notre bien-être, il était pour moi quelque part, nécessaire, ça faisait partie un peu de mes missions de médecin, de transmettre cette information, puisqu'on a cette obligation-là. Donc je pense qu'il y a ça qui rentre aussi en ligne de compte pour les professionnels, de santé qui s'engagent sur ces questions-là et ensuite, comme vous le disiez, sur le volet un petit peu plus large, c'est effectivement que comme on a, de par notre formation, accès à ces connaissances-là aussi sur les zoonoses, sur l'émergence, de certaines maladies infectieuses,
On sait à quel point c'est important, de protéger aussi le monde, sauvage, pour justement limiter l'émergence, de d'autres pathogènes. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, ce que l'OMS appelle l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé, et donc c'est considéré que la santé animale, humaine et environnementale sont un seul et même paradigme, et sont intriquement liés. Donc je pense qu'en ce qui concerne les professionnels de santé, il y a une dimension à la fois vraiment individuelle de l'engagement, pour des raisons qui leur sont propres, professionnelle, puisqu'en tant que professionnel, on a ce devoir d'informer, de prendre soin, et bien sûr, plus global, par rapport à notamment, avec l'approche One Health, avec l'émergence, des nouvelles maladies et l'importance de protéger la santé, de la planète pour, du coup, avoir un impact positif sur la santé humaine. Et c'est vrai qu'on avait entendu parler, les épidémiologistes depuis un moment, hein, en Mmh. disant qu'on sait, maintenant depuis 10, 15 ans, 20 ans même que, des épidémies peuvent arriver, peuvent surgir, que voilà, on était sur des probabilités, assez élevées et alors que enfin, je veux dire, on a l'impression qu'on n'était pas préparé, en fait. Donc est-ce que le message ne passe pas entre, les professionnels de la santé et l'administration? Hem, Comment est-ce qu'on accélère, en fait, peut-être le passage de messages ou la préparation pour faire face soit aux risques et pour aussi, bah, prévenir, et implémenter ce message de l'OMS, One Health? Alors effectivement, alors ça c'est un très bon point, parce que donc moi je plaide vraiment pour un principe d'anticipation. C'est-à-dire que, quand on dit qu'on n'était pas préparé, par rapport au coronavirus, moi ça m'inquiète un petit peu, parce qu'en fait ça fait depuis, la nuit des temps que l'humanité, l'homme, les sociétés sont confrontés à des maladies infectieuses, donc contagieuses, parfois même, létales. Donc quelque part, ça n'a rien de nouveau. Enfin, on sait très bien que quand on est face à une maladie infectieuse, bah, l'important, c'est voilà, d'isoler les cas positifs, hein. À l'époque, on construisait des lazarets vers Marseille. Tous les équipages qui arrivaient de pays, de zones d'endémie de peste noire, par exemple, étaient mis en quarantaine dans ces lazarets pour limiter la propagation. Donc c'est quelque chose, les maladies infectieuses, qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, avec d'ailleurs des virus ou des bactéries bien plus graves que le coronavirus, hein, qui a une mortalité, extrêmement faible en population générale. Donc, quelque part, quand on voit le chaos, d'une menace pourtant, à laquelle on fait face, on est équipé, on a des systèmes de soins, on a des médecins, on est, voilà, en 2020, quand on voit le chaos que peut mettre, un seul, virus, encore une fois, à la mortalité très faible, dans des sociétés, très organisées, comme les nôtres, ça en dit long, malheureusement, sur notre impréparation, ou en tout cas sur notre, incapacité à faire face à, l'imprévu, à des menaces, à ce que l'on appelle, les signes noirs, hein. C'est ce que nous dit Nassim Taleb, ce philosophe, du hasard, et ancien trader. Il parle de signes noirs pour faire référence à des événements, imprévus, et qui pourtant peuvent, nous bouleverser d'un coup, notre quotidien. Donc, disons que moi, ce qui va un petit peu plus m'interroger, voilà, c'est notre, difficulté collective à faire, face à des signes noirs, à des imprévus, même si, et là je pense que c'est important de le rappeler, souvent les personnes éco-anxieuses, de par finalement, cette, projection, quand même régulière, dans un avenir, parfois un petit peu, compromis, ou en tout cas, avec une il y a déjà de la part des personnes éco-anxieuses une forme de résilience, une forme de préparation émotionnelle face à des situations, désagréables, ou à des imprévus qui peuvent un petit peu bouleverser, notre quotidien. Donc, les personnes éco-anxieuses sont finalement, paradoxalement ou pas, mais en tout cas, elles semblent mieux préparées, pour faire face, voilà, à ces imprévus, ce qui n'est d'ailleurs malheureusement pas du tout le cas de notre société. On voit bien là, la panique générale, dans laquelle on est, pour plein de facteurs, hein. L'OMS parle d'infodémie, c'est-à-dire d'épidémie d'information, et de fake news sur le coronavirus. Mais donc, voilà, moi je pense que ce qu'il serait important, de tirer comme leçon, de cet épisode dans lequel on est encore, en train de s'enliser, c'est l'importance, voilà, d'anticiper, de se préparer, pour éviter de se retrouver dans des situations de chaos, puisqu'on voit que pour, quelque chose de si, heu, pas bénin, je dirais pas bénin, bien sûr que non, mais de si, comment dire? Le Si peu coronavirus, létal? si ciblé, en fait, le coronavirus est
une menace parmi d'autres. Le changement environnemental global, réchauffement climatique, sécheresse, montée des eaux, enfin c'est un ensemble quand même de paramètres, très complexes, concomitants, et potentiellement graves. On voit qu'avec une seule menace infectieuse d'un virus, voilà, qui n'est quand même pas non plus le plus létal que l'on ait rencontré, on voit qu'on est débordé. Ça pose vraiment la question de notre capacité à anticiper, à se préparer et à hiérarchiser aussi les menaces, qui planent sur notre société et sur l'humanité. Et est-ce que les médecins, justement, n'ont pas un rôle à jouer pour, prévenir un petit peu la population, alors de ces risques, mais aussi les habituer à vivre différemment? Puisque c'est finalement de ça, dont on parle, hein. C'est pour atténuer les risques et aller vers plus de sobriété, c'est vivre différemment, pas ça passe par l'alimentation, les modes de vie et cetera. Est-ce que l'engagement des médecins, ne passerait pas par là aussi? Alors c'est un très bon point. L'engagement des médecins, bien sûr, l'importance moi c'est pour ça, je voyais bien finalement que quelque part les climatologues ou d'autres experts avaient du mal à mobiliser, mais alors peut-être parce que, leur spécialité, leur discipline, nous parle moins. C'est quand même, très compliqué, très austère, très lointain, donc je peux comprendre que ce soit plus difficile de mobiliser avec des données, climatiques que des données sanitaires. Encore une fois, on le voit très bien avec le coronavirus. Donc effectivement, je pense que, les médecins ou les professionnels de santé au sens large font partie de ces personnes un peu référentes, ces personnes ressources qui peuvent avoir effectivement, un rôle à jouer dans, la mobilisation, dans la prise de conscience, voilà, de la plus grande portion de la population. Encore une fois, en insistant sur les co-bénéfices et sur la désirabilité, d'une société, d'un monde de demain peut-être plus résilient, plus apaisé, plus agréable à vivre, plus sain, hein, parce qu'il faut quand même bien se rappeler, par exemple, que la pollution de l'air, c'est 48 000 morts chaque année en France d'après Santé publique France, 60 000 d'après une étude récente, sans parler, voilà, de tous les effets que ça peut avoir sur la santé de nos enfants, avec les crises d'asthme, sur la santé des femmes, avec, des fausses couches, spontanées, avec des accouchements prématurés, sur, les maladies cardiovasculaires, hein, les particules fines sont un facteur de risque d'infarctus du myocarde. Donc on voit bien que finalement, l'état de la planète, reflète quelque part aussi, l'état de notre corps, quelque part. On voit aussi que, pour reprendre, l'exemple du coronavirus, on a des sociétés aussi, qui sont de plus en plus vulnérables, aux risques parce qu'on a, ce qu'on appelle les maladies du mode de vie, qui sont donc, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, liées donc à une alimentation, beaucoup, hein, à base d'aliments ultra transformés avec, malheureusement assez peu de fibres, de fruits, de légumes, une alimentation très riche en protéines animales, en soda, avec, bien sûr, une inactivité physique et une sédentarité, qui ne cesse de progresser. Donc on voit que finalement nos sociétés, sont beaucoup plus vulnérables aux menaces, à ces signes noirs dont on parlait tout à l'heure. C'est le cas du coronavirus, qui cible, hein, essentiellement les personnes, avec, des comorbidités et bien sûr les personnes âgées, hein, ou très âgées. La médiane de décès, c'est, 84 ans pour le coronavirus. Donc on voit bien que, non seulement notre planète, va mal, ça c'est les experts, du climat, les écologues qui sont là pour nous le dire. Il y a un consensus international, notamment du GIEC, sur ces questions-là et finalement aussi sur, la santé, même si bien sûr, tout n'est pas à jeter, hein. Il y a des indicateurs de santé, qui sont très, très positifs bien sûr, hein, comme l'espérance de vie, comme la santé maternelle et infantile dans des pays comme la France, hein, donc bien sûr, on a globalement, hein, une santé, qui s'est améliorée, hein. Je ne veux pas que le message soit mal perçu. Néanmoins, il y a quand même des indicateurs, qui doivent nous alerter, comme la pandémie non infectieuse, pour reprendre le terme de l'OMS, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité. L'espérance de vie aux États-Unis a pour la première fois il y a quelques années diminué. Donc on voit que, il y a en tout cas à mon sens là la matière à nous interroger sur, peut-être une autre manière voilà d'habiter le monde, de nous nourrir, de penser la médecine et la santé, puisqu'on voit qu'on a peut-être été un petit peu loin et que du coup le fait d'altérer à ce point-là la planète, ça se ressent, à la fois sur notre santé et sur, notamment les maladies émergentes comme le coronavirus, hein, puisque toutes les maladies émergentes souvent,
proviennent de la rupture de la barrière d'espèces et de la prédation, de l'homme sur le monde sauvage qui finalement conduit justement, voilà, à mettre en contact des espèces qui n'auraient pas dû l'être si le monde sauvage était un petit peu plus préservé et on se retrouve avec, des catastrophes comme le coronavirus ou d'autres maladies comme Ebola, toutes les maladies émergentes souvent. Et ça, c'est quelque chose qui met d'accord les médecins, les professionnels de santé entre eux? Le fait qu'il faut prévenir, qu'il faut changer de mode de vie, qu'il faut mieux se nourrir, arrêter de prendre des antidépresseurs, juste parce que ça va pas et parce qu'on a une vie de fou où on nous demande de travailler, énormément, d'être très stressé, d'habiter dans des petits appartements, dans des villes très très denses. Ça, c'est quelque chose où les gens sont d'accord que, bah, ce stress, enfin, ça conduit justement à une mauvaise santé des gens et qu'il faudrait revoir le mode de vie? Alors en fait, il y a une forme de consensus, sur ces questions-là, notamment, avec, les données scientifiques. Là, ce qu'on dit par exemple sur l'alimentation, l'activité physique, ça ce sont les recommandations officielles du ministère de la Santé, et de Santé publique France. Donc, que les professionnels, soient d'accord ou pas, par exemple sur l'importance de manger un steak, tous les jours, j'ai envie de dire, s'ils font bien leur métier, peu importe leur avis personnel, il y a des recommandations, heu, dont leur devoir, enfin pour et donc le devoir des médecins, c'est de transmettre ces recommandations-là, à leurs patients. Donc, je ne peux pas m'exprimer au nom de tous les médecins sur ce qu'ils pensent profondément ou pas, mais en tout cas, il est sûr que sur certains leviers comme l'alimentation, comme l'activité physique, sur, la pollution de l'air, sur l'importance des espaces verts, dans une ville et dans une vie, l'importance, le poids des expositions environnementales qui est quand même souvent sous-estimé, hein, chez beaucoup de médecins par un défaut de formation, plus que par, un autre argument, hein. Néanmoins, voilà, que les médecins ou les professionnels de santé, soient d'accord ou pas, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, la littérature scientifique, elle, en tout cas, est d'accord avec elle-même, ce qui est déjà un bon point puisqu'on a vu que c'était pas toujours le cas, notamment avec le coronavirus. Donc là, non, il y a clairement un consensus, sur, voilà, l'importance de ces co-bénéfices, l'importance, des déterminants environnementaux, pour la santé, pour le bien-être. Donc je pense que par contre, parfois, malheureusement, ce qui manque, c'est l'information, même auprès des professionnels de santé sur ces questions et encore une fois, c'est pas du tout une critique, je pense qu'ils ont aussi beaucoup à faire. La médecine, je parle vraiment de ce que je connais, pour le coup, la médecine, c'est quand même un domaine extrêmement large, il faut emmagasiner une quantité, infini de connaissances et c'est vrai que voilà, l'urgence d'un médecin, encore maintenant en 2020, c'est essentiellement de se focaliser sur la maladie et non pas sur la prévention de son apparition. On n'a pas encore de spécialité, de je sais pas, préventologue, qui pourrait vraiment, voilà, se focaliser sur la prévention, de la survenue des maladies, donc notamment via l'alimentation, via les addictions, via le mode de vie, il y aurait énormément à faire et c'est vrai que c'est un champ qui est malheureusement, peu porté officiellement et qui repose, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un peu la bonne volonté de certains soignants qui se seraient saisis de ces questions-là. Et comment on fait pour, changer la tendance et accélérer justement, ce mouvement vers, plus de prévention et aussi faire en sorte que finalement les recommandations de l'OMS ou de la santé publique, en France, soient, finalement plus que des recommandations et mises en place et adoptées finalement par tous? Puisque ça nous éviterait effectivement de nous retrouver dans des situations comme celle où on est aujourd'hui. Effectivement, donc on insiste souvent beaucoup, sur le levier, individuel, que ce soit, les patients ou la population générale ou les professionnels de santé et en fait, il y a un levier qui souvent est un petit peu oublié, pourtant c'est le plus important, c'est peut-être le levier, réglementaire. Donc le jour où, il sera obligatoire, je ne sais pas, dans une, cantine de crèche ou dans une cantine d'école ou dans un self étudiant, qu'il y ait systématiquement, 1, 2, 3 repas par semaine, végétariens, qu'il y ait essentiellement des produits, bio, locaux, idéalement voilà de producteurs, peut-être indépendants ou voilà, tant qu'on n'aura pas, ce levier réglementaire, on voit que dès que le biopouvoir se saisit, de ces questions-là, derrière on n'a pas d'autre choix que de suivre. On le voit bien avec le coronavirus, donc le jour où on considérera que ces questions-là de résilience, d'adaptation et d'atténuation, au changement climatique et au changement environnemental global sont
de première nécessité et doivent être au cœur doivent guider l'ensemble des politiques publiques. Là, je pense que ce sera beaucoup plus simple derrière pour le citoyen, de pouvoir, adopter toutes ces nouvelles habitudes. Puisque là, si jamais je prends un exemple assez simple, vous, par exemple, une personne souhaite se lancer dans un mode de vie, basé sur beaucoup moins de gaspillage et donc d'essayer de réduire sa quantité de déchets et donc de rentrer dans un mode de vie un petit peu «zéro déchet» entre guillemets. Bon, ben, encore aujourd'hui, c'est quand même un petit peu la croix et la bannière, à moins d'avoir effectivement une petite épicerie en bas de chez soi, 100 vrac, mais sinon c'est quand même très compliqué et donc le jour où, je prends vraiment juste l'exemple du zéro déchet, hein, mais c'est un parmi d'autres, on aura, autant de petites épiceries, zéro déchet et de marchés, de paysans, comme on a, des Franprix, des Carrefour City, et des Monoprix à chaque coin de rue. Là, ce sera beaucoup plus facile donc en santé publique, on parle du nudge, pour justement, le nudge, c'est le fait d'inciter au changement de comportement via des changements dans l'environnement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez que les gens se lavent les mains, vous mettez, des lavabos ou des solutions hydroalcooliques partout. Donc le jour où notre environnement, notre ville, nos campagnes, nos moyens de transport, nos écoles, nos logements, seront finalement nos commerces, seront, j'ai envie de dire, adaptés au monde, bah, déjà d'aujourd'hui et encore plus au monde de demain, il sera beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre la cohérence de ce qui est attendu. Puisque ce ne sera même pas un effort, parce que là, quelque part, il faut quand même être très motivé pour, voilà, adopter un mode de vie plus résilient puisque c'est pas encore la norme. Donc c'est tout le problème d'ailleurs d'être en avance un petit peu sur son temps, hein. C'est le cas des personnes éco-anxieuses qui ont donc cette compréhension, cette lucidité, des enjeux, qui ont accepté la situation, qui ont le courage d'y faire face et de regarder les choses en face et qui veulent du coup passer des constats à l'action. Moi, je suis vraiment pour voilà, une éco-anxiété de l'action et non pas de la déploration. Et donc, bah, ça demande quand même encore aujourd'hui une sacrée dose de motivation. Moi, d'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait de ne pas trop se noyer hein, dans cette volonté de faire, puisque parfois, c'est quand même encore compliqué. Donc je pense que certes, il y a le levier individuel, que ce soit des médecins ou de nous, tout à chacun, mais le plus important, c'est le levier réglementaire, sociétal, l'aménagement de nos villes, l'aménagement du territoire. Et tant que ça, ce ne sera pas aussi mis dans la balance, ça restera quand même globalement voilà, des gouttes d'eau nécessaires, mais non suffisantes. Et alors, est-ce qu'il existe des lobbies ou des groupes de pression, des professionnels de la santé pour justement, hem, bah, pousser à la mise en place de telles structures ou de telles normes, auprès du gouvernement, auprès de l'administration? Je donne un exemple que je trouve personnellement effarant, quoique, enfin un peu drôle en ce moment, les gens sont enfermés chez eux, c'est le deuxième confinement, on prend des amendes, si on veut se balader en forêt, marcher, ramasser des champignons et à côté de ça, la chasse est ouverte et les chasseurs, qui est un gros groupe de pression en France, bah, peuvent s'adonner à leur plaisir. C'est quand même un peu bizarre, non? Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose, mais pour la santé publique, le bien commun, avec les professionnels de santé? Alors, bien sûr, donc il y a des professionnels qui essaient de s'organiser. Il y a des associations, comme, l'ASEF, donc je crois que c'est Association, Santé Environnementale, France, qui la regroupe des médecins et des professionnels de santé, sur ces questions. Il y a aussi le réseau Environnement Santé, l'ADEME, qui est une agence, gouvernementale qui vraiment, œuvre pour la transition écologique. Il y a aussi des plans nationaux, comme le plan national, santé-environnement, bon, qui ne parle pas vraiment du réchauffement climatique, mais bon, c'est comme ça. Le PNAC aussi, le plan national d'adaptation au changement climatique. Il y a des associations comme Génération Cobaye, Génération Future. Bon, ce ne sont pas forcément des professionnels de santé, mais en tout cas, ces institutions-là, ces ONG, ces associations, ces sociétés savantes. Il y a la Société française aussi de santé-environnement. Voilà, chacun essaye un petit peu de porter, la thématique. Effectivement, il manque peut-être un groupe un petit peu plus opérationnel. Heu, effectivement, alors après, en ce qui concerne là, le confinement et le droit d'aller chasser, mais pas le droit d'aller nager, dans la mer, même avec une ordonnance médicale, ça c'est un vrai problème et en fait, là, la communauté médicale s'est quand même globalement, organisée. Il y a eu un plaidoyer, un lobby, majeur des professionnels de santé par rapport au coronavirus, globalement pour confiner tout le monde et enfermer les gens chez eux. Donc là, les professionnels de santé, on les a entendus. À mon sens,
pas pour une bonne raison malheureusement, ni pour de bonnes mesures malheureusement. Mais donc ils ont été entendus, enfin on a été entendus. C'était pas forcément les messages, qu'il fallait porter. Disons qu'on a entendu une certaine catégorie de médecins là, les cliniciens, les infectiologues et les réanimateurs essentiellement. Donc là effectivement on a résumé la santé publique, à l'infectiologie et à la réanimation et nous en tant que professionnels de santé publique, on a eu, un petit peu plus de mal, à se faire entendre. On a toujours du mal d'ailleurs. Donc bon après je pense que c'est aussi, je sais pas, plus difficile parfois dans certaines actualités de percer sur des sujets. Là, je pense que les médias ont vraiment envie de donner la primeur, à l'hôpital, aux infectiologues et aux réanimateurs. C'est beaucoup plus dur de porter, d'autres sujets alors que pourtant, il y a beaucoup de dommages collatéraux en termes de santé publique. Donc bon, parfois voilà, tout est question de l'émetteur des messages et là, les émetteurs ont été essentiellement dans le corps médical, les infectiologues et les réanimateurs. Donc, espérons que cela change. L'actualité permet, hein, souvent beaucoup de voilà, de faire émerger, d'autres prises de parole. J'ai bon espoir qu'une fois qu'on aura réussi à, je l'espère bientôt à voilà, à passer à autre chose avec, le coronavirus, qu'on pourra de nouveau aborder des sujets de fond et voir émerger, un autre courant de professionnels de santé puisque, on est vraiment nombreux à essayer de voilà, de faire pencher la balance, sur les questions, environnementales, climatiques. On est de plus en plus nombreux, je connais vraiment de plus en plus de médecins qui se lancent dans des thèses sur le changement climatique, qui essaient de monter, leur réseau de professionnels de santé, qui essaient d'avoir un cabinet médical plus résilient. Donc, vraiment, je le sens, surtout chez les jeunes médecins, on est de plus en plus nombreux à vouloir, voilà, contribuer avec notre profession au changement. Et donc là, tout est vraiment mis à l'arrêt avec la situation actuelle, mais j'ai bon espoir que ça reprenne. Les motivations, sont et les personnes sont là et sont nombreuses. Et comment est-ce qu'on peut, aider justement les professionnels de santé qui veulent s'engager dans cette voie? Est-ce qu'il y a des ponts à bâtir entre, plusieurs, j'allais dire, filières, métiers? Est-ce que finalement entre climatologues et médecins, il y aurait des rapprochements à faire pour, que ce soit au niveau des études, mais au niveau de l'action aussi, pour pousser dans ce sens? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un des gros problèmes, mais de plus en plus, hein, que ce soit dans tous les domaines, j'ai quand même cette impression-là, d'hyper spécialisation. Nous, déjà en médecine, on s'hyper spécialise tous, même au sein de notre spécialité. C'est un petit peu pareil pour, les chercheurs et je me souviens avoir organisé justement un colloque, avec l'INSERM sur, changement climatique et santé et on avait invité un climatologue, qui a participé d'ailleurs, aux travaux du GIEC, à venir nous présenter, un petit peu voilà, le les données et voilà, nous expliquer un petit peu, la situation et je pense que c'est vraiment très important que ce soit via justement, ce type de conférences, de débats, de tables rondes interdisciplinaires, de réussir à faire voilà, le lien entre toutes ces disciplines puisque finalement on a tendance à beaucoup penser, et à réfléchir et à agir en silo alors que tout est intrinsèquement lié et donc ça je pense que les personnes voilà, sujettes à l'éco-anxiété ou en tout cas qui s'interrogent, elles ont quand même cette vision, systémique et on voit à quel point tout est lié et donc à quel point il est important de réfléchir ensemble de manière, interdisciplinaire à, le meilleur moyen, voilà de sensibiliser et de résoudre, voilà et de chercher des solutions, pour, adapter et atténuer, enfin adapter nos sociétés et atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, dans un avenir, proche, voire, immédiat. Pour revenir, sur le sujet du livre et l'éco-anxiété, vous abordez aussi sur une grande partie du livre, quelles sont les solutions ou finalement qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quand on ressent de l'éco-anxiété? Pour terminer, cet entretien, j'aurais voulu peut-être en parler un petit peu avec vous, alors sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, hein, bien sûr, mais peut-être de donner quelques axes, que vous recommandez, quand on souffre d'éco-anxiété? Oui, effectivement, donc, c'est l'objet de mon dernier chapitre où je détaille un panel de 10 «solutions» entre guillemets, à mettre en place, pour, lorsque l'on va ressentir, cette éco-anxiété et donc cela passe de techniques, on va dire de lâcher prise, à, une certaine, voilà, philosophie de vie, à une manière de ne pas, s'hyper responsabiliser face à l'immensité de la tâche, hein. Je pense que parfois il y a une forme, d'hubris, d'impuissance, donc de
vouloir, tout porter sur ses épaules alors que finalement l'ampleur de la tâche nous dépasse. Donc ne pas, voilà, se décourager, mais ne pas non plus endosser une responsabilité, que l'on ne peut pas, en fait, porter. Donc je pense que, voilà, trouver sa juste place, donc ça, c'est un des une des pistes de solution. Je propose aussi je rappelle plutôt l'importance, peut-être, développer, de nouvelles compétences. Je trouve que c'est quelque chose qui revient aussi, fréquemment, chez les personnes éco-anxieuses, parfois par rapport à leur profession ou à leur formation, de se dire: «Bah, finalement, j'ai l'impression, de ne rien savoir, faire de concret ou d'utile», et donc ça, c'est quelque chose, voilà, de se réapproprier une certaine forme de culture naturelle, puisqu'on est très, dans l'enseignement, dans nos vies, qu'elles soient, plus ou moins mondaines, on a quand même tendance à beaucoup à survaloriser le patrimoine, anthropique, à juste titre, hein. On a un patrimoine littéraire, culturel, architectural, gastronomique absolument, fantastique et qu'il faut bien sûr explorer. Mais quelque part, le patrimoine naturel, est complètement délaissé. Heu, Reconnaître un arbre, nommer une fleur, reconnaître les constellations quand on arrive à voir le ciel étoilé, ce qui est de plus en plus rare malheureusement avec la pollution lumineuse, reconnaître, voilà, le chant, d'un oiseau, savoir comment, faire du miel. Enfin voilà, c'est juste pour dire que finalement, il y a tout un domaine, de connaissances, toute une culture de la nature finalement que l'on peut aussi se réapproprier. Donc ça, je trouve que c'est une bonne manière aussi de, voilà, de faire face de transcender cette éco-anxiété, et bien sûr de ne pas hésiter à utiliser aussi les bienfaits de la nature, pour notre santé, et notre bien-être notamment, voilà, psychologique, hein, tout simplement, et le fait d'aller, se balader dans la nature. C'est tout simple, ça s'appelle la sylvothérapie et mine de rien, c'est très important, puisque, il y a beaucoup de bienfaits à aller marcher dans la forêt, tout simplement à une allure tranquille, seul ou avec des proches. Donc il y a de très nombreux bienfaits, bien sûr, déjà de réaliser une activité physique, et surtout le contact avec la nature, en fait, c'est très bien, documenté. Ça permet de s'apaiser, ça permet, voilà, de se déstresser. C'est un très bon moyen, de réduire aussi visiblement l'incidence de certaines maladies cardiovasculaires. C'est très bon aussi pour les enfants. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la parentalité et l'enfance. J'en parle d'ailleurs un petit peu tout au long du livre, et donc ça aussi, la manière, d'éduquer nos enfants, de les sensibiliser à la beauté du monde. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, d'être soi-même un exemple, bien sûr, voilà, d'incarner quelque part, une autre manière de faire. Je pense que c'est beaucoup plus, percutant et beaucoup plus efficace que voilà, de brandir des constats ou des nouvelles, qui font peur, ou de culpabiliser, ou voilà, ou «d'agresser» entre guillemets son entourage. Je pense que tout simplement ne rien dire, ne pas faire de prosélytisme environnemental, mais se contenter d'être soi-même un exemple, d'être soi-même une source d'inspiration, c'est beaucoup plus productif. Ça épuise moins d'ailleurs, les personnes, voilà, qui sont un petit peu éco-anxieuses, et ça permet d'être en cohérence avec soi-même, de réduire la dissonance cognitive, que l'on peut ressentir, à par exemple, avoir l'impression d'être en décalage avec ses aspirations profondes. Le fait déjà de soi-même, faire, sa part tout simplement, ça permet, de s'apaiser, donc voilà, et ne pas hésiter bien sûr à pousser cet engagement individuel au sein, donc du foyer, au-delà, des frontières, familiales du domicile, et de pousser cet engagement-là, que ce soit, dans la crèche de son enfant ou, dans l'école, pour proposer, des menus, ou des produits de meilleure qualité, insister pour végétaliser la cour d'école, pour offrir de l'ombre et de la fraîcheur aux enfants, de ne pas hésiter à solliciter sa mairie, par rapport à voilà des projets de végétalisation ou autres, hein. Moi, je parle de la végétalisation, mais c'est juste une manière de dire que cet engagement-là, ou ces aspirations que l'on peut avoir pour soi, ne pas hésiter aussi à les déployer au-delà, se rapprocher d'associations ou de personnes qui partagent aussi ces préoccupations pour faire sa part à son échelle, et je pense que c'est déjà énorme, et bien sûr, l'effet d'entraînement, est très important, et j'insisterai, peut-être pour conclure, sur l'importance. On parle beaucoup de cluster, de coronavirus. Moi, je parle de cluster de bonheur dans mon livre. On sait que les émotions positives sont, quelque part aussi contagieuses, et le fait, voilà, d'être bien soi-même, de se sentir bien dans sa vie, en cohérence avec soi-même, c'est le meilleur moyen de rendre son entourage heureux. On parle de cluster de bonheur, et donc ça, je pense que c'est, voilà,
une très bonne manière de transcender notre éco-anxiété qui ne condamne pas au malheur, bien sûr, loin de là. Au contraire, c'est souvent une manière, un catalyseur vers un changement, euh, quel qu'il soit, mais de vie, de philosophie de vie, et c'est déjà énorme. Merci beaucoup, Alice Desbioles, pour ce témoignage et cet éclairage sur ce sujet qu'est l'éco-anxiété et aussi sur la manière dont on peut s'engager pour la transition dans le secteur de la santé. Vraiment, je conseille votre livre à tout le monde. C'est un très gros travail, très bien documenté, qui fait beaucoup de bien déjà quand on est éco-anxieux, mais qui permet aussi de découvrir ce que c'est que l'éco-anxiété, de donner des pistes de réflexion, de mettre des mots sur les mots, comme vous l'aviez dit. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce livre et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!